Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une soirée toute particulière avec Midreshet Yehuda Manitou, qui s'inscrit dans le thème choisi par la Midreshet Yehuda cette année. Et c'est la présidente Brigitte Ulmoblia qui va ce soir nous parler post-modernisme. Voilà, Brigitte, c'est à toi la parole. Merci, Johan. Si vous descendez la rue Hillel à Jérusalem et que vous arrivez au carrefour du jardin de l'Indépendance, vous allez voir sur votre droite un énorme bâtiment. Cela fait des années qu'il est en construction. C'est le futur musée de la tolérance. Et si vous regardez sur votre gauche, juste en face, de l'autre côté de la rue Hillel, eh bien, vous ne verrez rien du tout. Mais si vous vous approchez vraiment, vous allez voir une petite plaque. Il y a là, au rez-de-chaussée d'un immeuble, un tout petit musée du sionisme. Ce face-à-face entre les deux édifices est absolument le symbole d'un combat d'idéologie qui se passe à l'intérieur de l'État d'Israël. En effet, ça n'est pas une nouvelle que je vais vous apprendre, le sionisme n'est plus l'idéologie de l'ensemble de la population israélienne. Le sionisme comme identité nationale du peuple israélien a perdu considérablement de son importance et il y a beaucoup d'idéologies qui cherchent à détruire le caractère juif de l'État d'Israël. Mais d'abord, quand on parle d'un État juif, eh bien, de quoi parle-t-on? Alors, pour vous le présenter, je veux revenir au début, c'est-à-dire à la déclaration d'indépendance, et c'est un grand plaisir en réalité que de vous montrer cette déclaration d'indépendance. Un instant. Vous la voyez sur l'écran? Bon, j'espère que oui. En tout cas, voilà. Comment commence cette déclaration d'indépendance? Elle commence par le lieu. Eretz Israël est le lieu où naquit le peuple juif. Vous voyez la notion de peuple, ça n'est pas du tout innocent. C'est là que se forma son caractère spirituel, religieux et national. Ensuite, on mentionne que le peuple juif est toujours resté fidèle au pays d'Israël. Ensuite, on parle de la renaissance de la langue, du fait qu'on a bâti des cités, des villages, et qu'on a créé une propre vie économique et culturelle. Ensuite, on parle du fait que le droit à un État indépendant a été reconnu par les nations du monde. Et enfin, et là je voudrais quand même vous le lire, on parle du futur État d'Israël et voilà comment il est décrit. L'État d'Israël sera ouvert à l'immigration des Juifs de tous les pays. Cela signifie que la loi du retour qui concrétise cette immigration, elle est absolument indissociable de l'État d'Israël. L'État développera le pays au bénéfice de tous ses habitants, c'est-à-dire juifs et arabes. Il sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix enseignés par les prophètes d'Israël, donc rapport à la tradition. Il assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens sans distinction de croyance, de race et de sexe. Il garantira la pleine liberté de conscience, de culte, etc. Voilà la présentation que je voulais vous faire pour que vous sachiez de quoi on parle, de quoi je parle quand je parle d'un État juif. Maintenant, quelles sont les idéologies qui sont opposées au caractère juif de l'État d'Israël? Eh bien, il y en a plusieurs en réalité. Il y a d'abord une idéologie que vous connaissez bien, on en a parlé très souvent à la Midreshet Yehuda, notamment avec Alfred Herrera
et Eliezer Cherki, donc je ne vais pas en reparler, il s'agit de l'islam. L'islam n'est pas qu'une religion, l'islam c'est évidemment une idéologie, c'est-à-dire un ensemble de valeurs qui s'appliquent à une collectivité et qui induit un certain nombre de comportements. Je ne parlerai pas de l'islam. Il y a d'autres idéologies qui sont contre l'État juif, parmi les juifs eux-mêmes, notamment déjà avant la création de l'État d'Israël, il y avait un mouvement qui était contre l'État, centré autour de l'université hébraïque de Jérusalem. L'idée est la suivante. Le judaïsme, c'est essentiellement la morale. Et ça, c'est vrai. C'est exactement l'enseignement de Manitou, d'ailleurs. Et puis l'État, moi, je peux vous dire, l'État, c'est l'institutionnalisation de la violence. On définit un État par le contrôle d'un territoire, par la police et l'armée. Donc, nous disent ces personnes-là, la morale ne peut pas avoir affaire avec la violence, donc il y a incompatibilité totale entre le judaïsme et la notion d'un État. À part ça, vous avez bien sûr parmi les ultra-orthodoxes, faites attention, le mouvement Haredi n'est pas un mouvement homogène, il y a plusieurs courants à l'intérieur, et donc parmi ces courants, il y en a qui sont carrément antisionistes, je n'en parlerai pas non plus. Donc je ne parle pas de ces mouvements qui sont ouvertement hostiles au caractère juif de l'État d'Israël. Je vais parler du postmodernisme. Le postmodernisme, lui, n'est pas ouvertement hostile à l'État d'Israël, mais vous allez voir qu'en réalité, il est tout à fait hostile à l'État d'Israël dans sa signification profonde. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que mon propos, c'est de montrer quels sont les combats idéologiques autour de l'État d'Israël et aussi notre objectif, c'est de créer une civilisation hébraïque et ceci dans l'esprit de Manitou, mais ceci nécessite un travail en commun que nous allons vous proposer à la Midreshet Yehuda Manitou. Voilà. Alors, qu'est-ce que le postmodernisme? Regardez le mot postmodernisme. Ça n'est pas un mot nouveau. On a pris un mot ancien, le mot modernisme, et puis on a rajouté le petit préfixe post. Ce qui veut dire que pour le moment, le postmodernisme, c'est un mot qui est vide de contenu. Et cela nous fait penser d'ailleurs à un cours qui avait été donné par le Rav Uri Cherki. Il parlait du postmodernisme et il l'avait justement présenté. Il avait dit à côté des 4 enfants qui sont à la table du Seder, et bien sûr il y a le Racham et puis il y a le Racha, et tous les deux, ils ont les mêmes valeurs. L'un est pour et l'autre est contre. Mais il y a un 5e enfant, nous a expliqué le Rav Cherki. Ce 5e enfant, il l'appelle le Letz. Le Letz, c'est celui qui n'a pas de valeur. Donc, pour présenter le postmodernisme, je suis obligée de revenir au modernisme. Qu'est-ce que le modernisme? Eh bien, le modernisme s'est développé à une époque où la richesse était extraite du territoire, du sol, l'agriculture, l'industrie. Les gens étaient liés au territoire. Et puis, il s'est produit pendant cette époque un événement majeur, un événement extraordinaire. Oui. On voit ton écran. Peut-être que tu veux arrêter le partage d'écran maintenant, qu'on puisse te voir mieux. Ah oui, merci. Merci, je n'ai pas vu. Donc, et maintenant, c'est mieux? Non, arrête-le complètement. Oui. Arrêtez le partage. Voilà, là, on te voit. Merci beaucoup. Toda raba. Donc, je disais que l'événement majeur qui s'est produit à cette époque, c'est le progrès. Rendez-vous compte, il y a eu un progrès des sciences, mais ce progrès des sciences, il est rentré dans les maisons. Comment? Rappelez-vous, on allait laver le linge à la rivière. Rappelez-vous, l'eau, il fallait le chercher au puits. Et tout à coup, dans les maisons, il y a l'eau, le gaz et l'électricité. Je ne peux pas m'empêcher de rappeler un petit épisode. C'était au camp de Drancy, Tristan Bernard, qui est un humoriste connu. Alors, il disait, oui, c'est vrai, moi aussi, je suis de Besançon, dans la même rue, mais sur ma maison, il y a une plaque.
eau, gaz, électricité à tous les étages, vous voyez donc que ce progrès-là, il n'est pas si ancien que cela, d'accord? Donc les gens, ils ont cru au progrès et ils ont cru que ce progrès allait intervenir d'abord dans tous les domaines de la société. Et ils ont fabriqué des idéologies de type messianique pour montrer comment la société, elle allait arriver à un monde meilleur. Et chacun son chemin, vous les connaissez, ces idéologies. C'est le socialisme, c'est le communisme, c'est le fascisme, c'est le nazisme. Et ce monde meilleur, il n'est pas vraiment arrivé. Bien au contraire. Que s'est-il passé après le modernisme? Nous sommes donc au postmodernisme, on essaye de comprendre. Eh bien, il y a eu d'abord, évidemment, une modification de la production des richesses qui s'est dématérialisée. Mais il y a eu surtout les grandes catastrophes, les grands drames du XXe siècle, les guerres. Et le postmodernisme réfléchit à ces événements et considère que ce sont les nations qui sont responsables des guerres. Les nations ont fait des guerres au nom des idéologies. L'idéologie, c'est d'abord une vérité qu'on veut imposer. Eh bien, le postmodernisme est d'abord contre les nations, ensuite contre les idéologies. Le postmodernisme va plus loin et il affirme qu'il n'y a pas de vérité. L'histoire, par exemple, l'histoire qu'on vous raconte, l'histoire avec un grand H, eh bien, c'est simplement un récit, nous disent les postmodernes. Un récit, ils appellent ça un narratif, c'est-à-dire que c'est une opinion. C'est l'opinion de la personne qui parle et ce narratif est là pour servir les intérêts de la personne qui parle. Donc, pour les postmodernes, l'histoire n'a pas d'importance. Alors, vous voyez ce qui se passe. Les postmodernes, ils sont contre l'État. Ils sont pour l'individu. C'est un libéralisme, évidemment. Ils sont pour que l'individu ait le plus de droits possible. Mais de quel individu s'agit-il? Eh bien, il s'agit finalement d'un individu abstrait, parce qu'il est coupé de son histoire. Mais il est aussi coupé très largement des autres individus. Pourquoi? Parce que ce qui relie les individus entre eux quand même, c'est une idéologie commune, des objectifs communs. Donc, on retrouve un individu qui est finalement assez abstrait dans le monde postmoderne et on le voit très clairement au plan économique. Rappelez-vous l'homo economicus. Qu'est-ce que c'est que l'homo economicus? C'est un individu complètement abstrait dont on pose qu'il va se comporter selon les lois que nous avons fixées, les lois du marché, le marché parfait, on en a une pleine connaissance, et chaque individu va maximiser sa satisfaction. Ceci est complètement abstrait et a très peu de choses à voir avec la réalité. Voilà. Alors, bien entendu, comme il n'y a plus d'idéologie, le monde politique perd de son intérêt. Le monde politique, les débats politiques n'ont plus de contenu idéologique et donc le monde politique se réduit à être coincé entre le marketing politique d'une part et les technologies, pardon, les technocrates, excusez-moi, d'autre part. Voilà. Alors, je voudrais vous montrer ce que dit un monsieur qui est un grand chantre de l'État libéral et donc du postmodernisme. Et je veux absolument vous dire qu'est-ce qu'il dit de tout cela. Voilà. Voilà. Il s'agit de Francis Fukuyama, qui a écrit un livre très connu, La fin de l'histoire et le dernier homme, en 1992. Je trouve tellement savoureux ce qu'il dit que je vais vous le lire, bien que ce soit... Voilà. Il dit « Les sociétés démocratiques tentent à promouvoir la croyance en l'égalité de tous les styles de vie, de toutes les valeurs. Si les hommes sont incapables
d'affirmer qu'un genre de vie est supérieur à un autre, ils se rabattent sur l'affirmation de la vie elle-même. D'où la tendance à s'occuper de la vie matérielle et de la satisfaction des petits besoins du corps. En faisant de la préservation de soi le premier de tous les impératifs, le dernier homme ressemble à l'esclave de Hegel. Le dernier homme sait qu'il y a mieux à faire que risquer sa vie pour une cause, parce que l'histoire est remplie de batailles inutiles. Mais Fukuyama ajoute que la fin de l'histoire signifierait la fin des guerres et des révolutions sanglantes. S'entendant sur les finalités, les hommes n'auraient plus de grandes causes au nom desquelles combattre. Ils pourraient satisfaire leurs besoins grâce à l'activité économique, mais n'auraient plus à risquer leur vie dans des batailles. Et Fukuyama de conclure, en d'autres termes, ils pourraient redevenir des animaux. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder à quoi ressemblent les sociétés influencées par le postmodernisme. Eh bien, la première grande caractéristique de ces sociétés, c'est la chute de la démographie. Une chute terrible. Les gens dans les pays d'Europe n'assurent plus le renouvellement des populations. Il n'y a pas non plus, il n'y a plus d'armée de citoyens, il y a des armées de métiers. L'économie est de type ultralibéral, le politique a perdu de son intérêt et le judiciaire est de plus en plus important pour fixer les normes de la société. Voilà. Maintenant, j'en viens à l'influence du postmodernisme sur l'État d'Israël. Par rapport à ce qui vient d'être dit, vous voyez bien, et votre première réaction va être de dire, eh bien, le postmodernisme n'a rien à voir avec l'État d'Israël. La preuve, c'est que nous avons une armée de citoyens en Israël. Israël, d'ailleurs, est entouré de pays ennemis et de pays qui ne sont pas dans la sphère d'influence du postmodernisme, ce sont des pays islamiques. La deuxième grande caractéristique, mais très, très intéressante de l'État d'Israël, c'est la démographie. Vous le savez, en Israël, le taux de natalité assure largement la reproduction de la population. Vous avez 3,1 de natalité, et pas seulement chez les religieux, hein, également les non-religieux. Les femmes se marient plus tard, mais elles font 2 à 3 enfants en moyenne. Or, c'est une anomalie complète. Dans toutes les études qui sont faites sur la démographie, comprenez, un pays évolué, quand les gens sont alphabétisés, quand les femmes sont éduquées, instruites, qu'elles vont sur le marché du travail, elles font moins d'enfants. Ça, toutes les statistiques, toutes les études vont le dire. Eh bien ça, c'est une véritable singularité israélienne. Donc vous voyez que, en principe, et puis il y a aussi l'État qui est quand même assez important, mais c'est une survivance du passé. Si pour les postmodernes, l'histoire n'existe pas, elle existe quand même. Voilà. Mais je voudrais juste vous faire écouter 2 minutes la radio. Hein. Vous ne m'en voulez pas, j'appuie sur le bouton et qu'est-ce que vous entendez? Kan. Kan Hadashot. Kan, ça veut dire ici. Je traduirai ici et maintenant. Hadashot, c'est les nouvelles. Voici les nouvelles d'ici et de maintenant. Est-ce que vous vous rappelez comment les informations étaient présentées il y a quelques années? Alors, je vais vous le dire. Ici, la voix d'Israël émettant de Jérusalem. C'est-à-dire que les informations étaient présentées au nom d'une identité et dans le lieu le plus sacré pour le peuple juif. Vous savez, ces évolutions ne sont pas anodines, elles sont juste significatives. Il y a, oui, une énorme influence du postmodernisme sur l'État d'Israël et d'abord sous sa forme de post-sionisme. Et en réalité, le post-sionisme, je vais aller vite parce que je vois que je suis en retard, le post-sionisme cherche
à déconsidérer l'identité israélienne par tous les moyens possibles. Les nouveaux historiens, par exemple, ils présentent une histoire absolument culpabilisante de l'esprit de l'État d'Israël et des Juifs, et sans parler de l'archéologie, qui n'est pas du tout mon domaine, mais vous savez que l'archéologie, c'est une bataille pour prouver d'un côté que les Juifs n'ont rien à voir avec cette terre, et de l'autre côté, vraiment le contraire. Mais vous savez, il y a un livre majeur qu'il faut lire sur ce sujet, c'est le livre de Yoram Chazoni qui s'appelle « Un État juif, combat pour l'âme juive ». Enfin, ça c'est moi qui traduis directement de l'anglais. Je ne sais pas comment ça a été traduit en français. Mais Chazoni montre, par exemple, au niveau des livres dans l'éducation, si dans les années 50, les livres de l'éducation parlaient de la patrie, parlait du peuple juif, parlait de la loyauté envers la patrie, eh bien, dans les années 92-95, avec les ministres de l'Éducation, Shulamit Aloni et Amnon Rubinstein, on a voulu faire une nouvelle loi sans aucun rapport avec l'État juif, sans aucun rapport avec le peuple juif. Ça n'est pas passé finalement, il y a eu un changement de gouvernement, vous savez comment c'est en Israël, mais il y a quand même, notamment par exemple, des livres d'instruction civique qui proposent une définition de l'État d'Israël, l'État de tous les habitants. Voilà. Maintenant, voilà. Alors, il y a une remise en question, et ça, je vais quand même vous montrer, une remise en question de la majorité juive du pays et de la loi du retour. Je vais tâcher de faire vite. Je vois que je suis en retard, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Attendez, excusez-moi. Voilà. En 1994, l'éditorialiste du journal Haaretz, Hanor Marmari, écrit dans le journal qu'il faut supprimer la loi du retour en 2023. Faites attention, c'est bientôt. Alors lui, son argument, c'était de dire que les Juifs ne sont plus persécutés en diaspora et qu'avec la loi du retour, ma foi, arrivent en Israël des immigrants non désirables. Mais d'autres intellectuels critiquent la loi comme étant une loi d'apartheid, contraire au principe de la démocratie. Ainsi, David Grossman a dit que la révision de la loi du retour est nécessaire pour assurer l'égalité en faveur des Arabes. Donc, vous voyez qu'il s'agit bien d'une remise en cause de la majorité juive du pays, et nous avons vu au début que la loi du retour est intrinsèquement liée au caractère juif de l'État d'Israël. Voilà. Chazoni montre aussi l'influence du post-sionisme, par exemple, sur le code éthique de l'armée. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant, puisqu'il y a eu... Ehud Barak avait demandé, je crois en 1994, à un universitaire de réécrire le code éthique de l'armée. Et alors, dans les 11 points de ce code éthique, il n'y en a pas un seul qui fait référence à l'État d'Israël comme État juif. Oui, Nadine, tu as tout à fait raison. Les symboles du pays sont également remis en question. Voilà. Maintenant, je voudrais aussi parler de l'idéologie de la paix, qui est tout à fait caractéristique du postmodernisme, parce que pour un postmoderne, aucune cause au monde ne vaut qu'on meure pour elle. Donc, voilà, il faut absolument la paix, et la paix à tout prix. Et ça, je veux vraiment vous montrer ça, parce que vous montrer comment une intellectuelle israélienne voit la question de la paix. C'est un dossier qui a été publié dans le Mekor Rishon, le journal Mekor Rishon, en août 2018, au sujet des accords d'Oslo. La jeune écrivain Dorit Rabianian explique
La paix pour moi, c'est que je puisse me débarrasser du lourd fardeau du nationalisme. C'est une lourde charge, à mon avis, se souvenir tout le temps que tu es juif et que tu es persécuté et que tu appartiens à cette terre. Tout à coup, nous avons décidé de respirer le parfum de l'oubli. Regardez ce que représente la paix comme idéologie, comme idéal, pour un intellectuel, une femme intellectuelle de nos jours. Voilà. Maintenant, j'en viens à la question du territoire. Il n'y a pas d'État sans territoire. Les Juifs, pendant des siècles, ont rêvé d'être un peuple souverain sur la terre d'Israël. Qu'en est-il du territoire sous le coup de l'influence postmoderne? Là aussi, je fais un partage. Voilà. Et là, je vais vous parler d'arrêt de la Cour suprême israélienne. Vous savez que le pays a été construit par l'achat de terres du Keren Kayemet l'Israël. On a acheté les terres et on les a habitées. On a créé des implantations qui étaient réparties sur tout le territoire pour occuper le territoire, même quand il n'y avait pas trop de monde. Voilà. Et donc, forcément, ces implantations étaient réservées à des Juifs. C'était ça l'objectif. Et pour la petite histoire, vous savez qu'à l'époque aussi, la Histadrout a même dit qu'il fallait du travail juif parce que les Arabes vendaient leur force de travail pour bien meilleur marché. Et donc, les Juifs restaient sans travail. On n'aurait pas pu créer un État dans d'autres conditions. Donc, on préconisait aussi le travail juif. Mais le temps a passé, regardez ce qui s'est passé. Je parle d'un arrêt de la Cour suprême de 1995 et ça s'appelle l'affaire Kadan. Elle est très connue. Un couple d'Arabes demande à s'installer dans le Yishuv de Katsir, qui a été créé par l'agence juive, sur une terre de l'État. Vous savez que les terres appartiennent à l'État, elles sont gérées par ce qu'on appelait autrefois le Minal Mekarkei Israël et puis maintenant le Reshut Mekarkei Israël. Et le Yishuv n'accueille que des Juifs. Alors, le couple d'Arabes demande à s'installer dans le Yishuv de Katsir et on le lui refuse. Je précise que dans les Yishuvim, il y a souvent un comité d'accueil ou de sélection, comme vous voudrez. C'est-à-dire que, par exemple, si l'implantation est réservée à des Juifs religieux, on ne permettra pas à des personnes qui ne sont pas observantes de s'installer dans cette implantation. Mais là, l'ancien président de la Cour suprême, qui s'appelle Aaron Barak, a annulé la décision du comité d'accueil au nom de l'égalité, en se référant à une jurisprudence américaine qui refuse le principe d'écoles séparées pour noirs et blancs. Je reviendrai là-dessus. Mais à la même époque, c'est quand même intéressant, donc le Minal Mekarkei Israël, qui encore une fois gère les terres de l'État, avait pour politique de proposer des terrains uniquement aux Bédouins dans le but de les sédentariser. Et puis, à cette époque, un Juif avait demandé à être intégré dans une implantation bédouine. Mais la Cour suprême le lui avait refusé. C'est l'affaire Avitan contre le Minal Mekarkei Israël. Cet arrêt de la Cour suprême qui interdit à une implantation juive de refuser d'accueillir des Arabes est une modification de la jurisprudence antérieure de la Cour suprême. Je vous raconte ça pour que vous voyez l'évolution de l'État d'Israël sous l'influence du postmodernisme. Parce que il y a eu en 1978 un arrêt qui s'appelait Borkan. Borkan contre ministre des Finances. C'est un citoyen jordanien qui veut acheter un appartement dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem et la société de reconstruction de la vieille ville de Jérusalem lui refuse en disant « c'est un quartier juif ». Et il y a un recours
à la Cour suprême et à ce moment-là, voilà ce qu'a dit la Cour suprême. La Cour suprême a jugé qu'il ne s'agissait pas de discrimination, mais d'une distinction légitime, puisque l'objectif de la compagnie était de restaurer le quartier juif dans sa spécificité pour des juifs, et qu'il y avait en outre des questions de sécurité du fait du manque de loyauté des citoyens jordaniens vis-à-vis de l'État d'Israël, sans parler de considérations politiques liées à la destruction du quartier juif par l'armée jordanienne. Donc, ça n'est pas inintéressant. Je reviens maintenant rapidement sur la comparaison tout à fait surprenante de la Cour suprême avec la ségrégation entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Parce que je n'ai jamais entendu dire que les Noirs aux États-Unis voulaient détruire les États-Unis. Par contre, les Arabes israéliens ont des représentants à la Knesset dont le but avoué est la destruction du caractère juif de l'État d'Israël, et nous allons y revenir. Donc, à mon avis, cette comparaison, elle n'a pas lieu d'être parce qu'il y a une grande différence. Et par rapport à cette question, je voudrais vous citer quelqu'un qui est mort il n'y a pas longtemps, et c'est l'occasion d'un grand coup de chapeau au professeur Ruth Gabizon. Le professeur Ruth Gabizon était d'ailleurs une personne de gauche, et voilà ce qu'elle dit à propos de l'arrêt de la Cour suprême. Elle avait fait paraître un article dans le journal Haaretz avec pour titre « Les Juifs ont droit à leurs propres implantations ». Voilà ce qu'elle dit. « Il est vrai que les Juifs sont majoritaires en Israël, mais ils constituent une toute petite minorité dans un environnement hostile. Dans le pays, il y a une grande minorité qui appartient à la nation arabe, qui constitue la nation arabe, la grande majorité de la région. La volonté de prendre possession de la terre d'Israël, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux droits acquis des Arabes, constitue un intérêt légitime. Voilà pour la question du territoire. Voilà. Donc, voilà. Le dernier point, pas le dernier point, il y a aussi un autre point extrêmement important qui est la montée en puissance du judiciaire et de la Cour suprême. Alors, il faut savoir que la montée en puissance du judiciaire, c'est une caractéristique du postmodernisme en général. J'explique. Pour quelle raison? Lorsque les gens avaient, quand il y a un consensus social, quand les gens ont des valeurs communes, ils ont un certain type de comportement dans la société qui permet une certaine harmonie sociale. Si les gens n'ont plus de valeurs communes, si l'objectif c'est de maximiser la satisfaction de chaque individu, le plaisir et donc l'argent, eh bien, la liberté des individus qui est au cœur du postmodernisme, qui est un libéralisme, elle doit quand même s'arrêter à la liberté des autres individus, parce que quand même, ils vivent dans une société. Et quand il n'y a pas de valeurs communes, eh bien, il faut bien que quelqu'un arbitre entre la liberté des uns et la liberté des autres. Et c'est la raison pour laquelle, puisqu'il n'y a plus non plus de politique, puisqu'il n'y a plus d'idéologie politique, si vous voulez, eh bien, les tribunaux n'arbitrent plus dans des conflits. C'était donc leur fonction traditionnelle, mais ils posent les valeurs. C'est eux qui posent les valeurs de la société. En Israël, j'allais dire, les Israéliens sont toujours un peu plus royalistes que le roi. En Israël, c'est quand même pire qu'ailleurs. Pourquoi en Israël, c'est pire qu'ailleurs? Parce que la Cour suprême israélienne concentre entre ses mains un pouvoir qu'aucune Cour suprême au monde n'a. Même la Cour suprême américaine, enfin, on ne peut pas comparer, encore une fois, ça c'est trop amusant, parce que la Cour suprême américaine, elle est là parce qu'il y a beaucoup d'États et qu'il y a une fédération et qu'il faut arbitrer entre les deux. Israël, c'est un tout petit pays, et donc, voilà. Il est intéressant de noter que la Cour suprême israélienne
rend tous ses jugements au nom de la démocratie. La Cour suprême israélienne se considère comme le défenseur des intérêts de la démocratie. Et je rappelle quand même que l'État d'Israël a été défini à sa création comme un État juif. Il a fonctionné comme un État démocratique depuis sa création et qu'il n'a été défini comme étant juif et démocratique qu'en 1992. Alors, sur cette dualité, ou comme vous voulez, sur cette tension entre le caractère juif et démocratique de l'État, je propose encore un partage d'écran intéressant. Ça va nous montrer deux opinions différentes sur ce sujet. Ce sont deux conceptions du tandem juif et démocratique. Et je vais commencer par la conception du président Aaron Barak. Le président Aaron Barak est l'ancien président de la Cour suprême. C'est lui qui a mené la révolution judiciaire en Israël, qui fait que la Cour suprême a en réalité le dernier mot dans tout ce qui se passe dans le pays. C'est comme une prise de pouvoir. Voilà ce que dit Aaron Barak. Pour Aaron Barak, l'objectif est de n'admettre du caractère juif de l'État que ce qui est conforme aux idéaux de la démocratie et que ce qui a un caractère universel au détriment de tout ce qui présente un aspect particulariste. Je cite, « Le contenu de l'État juif sera déterminé par le degré d'abstraction qui lui sera donné. Je pense qu'il faut donner à cette expression une signification qui atteigne un haut degré d'abstraction, de manière à parvenir à ce qui unit véritablement l'ensemble de la société. N'oublions pas qu'Israël a une minorité non juive importante. Il faut donc considérer que les valeurs de l'État comme État juif sont les mêmes que les valeurs universelles qui sont communes aux habitants d'une société démocratique et qui se sont développées à partir de la tradition et de l'histoire juive. » Voilà. Alors ça, c'est quand même, vous voyez, très intéressant. Le président Barak n'a jamais remis en question la loi du retour. Seulement, si vous regardez son raisonnement, si vous comprenez que la loi du retour est éminemment particulariste, elle est parfaitement, on l'a déjà dit, indissociable du caractère juif de l'État d'Israël. Mais dans la logique de ce que dit le président Barak, eh bien, la loi du retour n'a pas de raison d'être. Maintenant, je vais vous montrer, vous allez pouvoir vous-même faire la comparaison, ce que dit un éminent juge, maintenant décédé, de la Cour suprême qui s'appelle Menachem Elon. Et le juge Elon, il dit ceci. Avant les lois fondamentales de 92, vous savez qu'il y a eu des lois fondamentales, on n'a pas de constitution en Israël, il y a eu des lois fondamentales de 92, ce sont elles qui définissent l'État d'Israël comme juif et démocratique. Donc il dit, avant les lois fondamentales de 92, la jurisprudence de la Cour suprême en matière de droits de l'homme trouvait sa justification dans les sources juives. Le juge Elon montre que la tradition juive fournit les solutions qui sont le plus en avance dans le domaine de la protection des droits de l'homme. Ainsi donc, non seulement il n'y a pas contradiction, mais c'est la tradition juive qui a apporté au monde entier les notions de morale et de droits de l'homme, comme cela est d'ailleurs reconnu dans le préambule de certaines constitutions qui saluent l'apport du droit hébraïque, par exemple la Constitution du Canada, la Constitution française aussi. Il convient donc de continuer à chercher dans les sources juives des solutions aux questions de droit. Le juge Elon souligne que dans l'expression juif et démocratique, le mot juif figure en premier, qu'il n'y a pas de contradiction entre les termes, mais qui ne se place pas au même plan. J'ai l'habitude de dire que le caractère juif est existentiel
et que le caractère démocratique est absolument très important, mais que c'est une modalité d'existence. Voilà pour le caractère juif et démocratique de l'État. Voilà. OK, d'accord. La Cour suprême israélienne, qui, je vous l'ai dit, a un pouvoir considérable, défend les ennemis du pays. Je vais vous en donner deux exemples. Le premier, c'est une affaire connue, c'est au sujet du film Jenin Jenin. Le film Jenin Jenin est un film qui se dit documentaire et qui dit que lors de l'entrée des troupes israéliennes à Jenin, eh bien, les Israéliens ont commis des exactions épouvantables, notamment qu'ils ont tué des malades à l'hôpital. Enfin, vraiment, les Israéliens sont présentés comme des monstres. Alors, il y avait des anciens soldats qui avaient combattu à Jenin, qui ont dit, mais c'est pas vrai. Ils ont fait un recours à la Cour suprême en disant, ce film est un film qui se prétend documentaire. Ce film est rempli de mensonges. Il porte gravement atteinte à l'image de marque de l'État d'Israël, donc il faut l'interdire. Si c'était un roman, si c'était un film romancé, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un film qui se prétend documentaire. Voilà. Qu'a dit la Cour suprême? La Cour suprême a dit, c'est vrai que c'est un film documentaire. C'est vrai qu'il est plein de mensonges. C'est vrai que ça porte atteinte gravement à l'image de marque de l'État d'Israël. Mais la liberté d'expression doit être préservée dans tous les cas. Maintenant, je voudrais vous donner un autre exemple de la manière dont la Cour suprême porte assistance aux ennemis de l'État d'Israël. C'est autour d'Azmi Bishara. Et je fais un partage d'écran encore. Voilà. Azmi Bishara, je vous ai dit tout à l'heure que, d'une manière très regrettable d'ailleurs, les représentants des Arabes israéliens à la Knesset sont absolument hostiles à l'État d'Israël comme État juif. Et je vous donne un exemple, l'exemple de Azmi Bishara. Azmi Bishara voulait se présenter à la Knesset avec une liste politique dont l'objectif c'était la destruction de l'État d'Israël comme État juif. Par ailleurs, Bishara a soutenu le Hezbollah, qui est une organisation terroriste, et pour toutes ces raisons, il y a eu plusieurs recours à la Cour suprême pour essayer d'empêcher Bishara d'abord de devenir membre de la Knesset, parce qu'il y avait une loi qui interdit bien sûr à des personnes qui cherchent à saper l'existence de l'État d'Israël, qui empêche ces personnes-là de prétendre représenter l'État d'Israël. Et puis aussi, il y a eu d'autres recours parce qu'il est interdit en Israël de soutenir la lutte armée contre Israël, etc. Alors, voilà ce que disait Azmi Bishara, par exemple. Il dit que les Juifs n'ont aucun droit à l'autodétermination. C'était paru dans le journal Haaretz. Le parti politique que dirige Bishara travaille donc à l'élimination du caractère juif de l'État d'Israël qui se définit comme un État juif et non comme un État judéo-arabe. Ça, c'était dans un document interne du parti de Bishara. Le but ultime de Bishara est de créer un État palestinien du Jourdain à la mer. Bishara prône la transformation de l'État juif en État de l'ensemble des citoyens. L'exigence d'égalité pour les Arabes n'est qu'une mesure provisoire, dit-il. Le but étant que ce soit les Juifs qui demandent l'égalité, car ce sont eux les étrangers et les Arabes les véritables maîtres du pays. Donc il prône le droit au retour des Arabes en Israël et son but est la destruction du sionisme. Et pour lui, il le dit clairement, l'expression État de l'ensemble des citoyens ne signifie ni un État juif, ni l'État des Juifs. Donc les choses sont claires. Et voilà comment répond
la Cour, parce que la Cour cherche à voir si, en prenant la transformation de l'État d'Israël en État de l'ensemble des citoyens, est-ce que en cela, Bishara cherche la destruction de l'État juif, hein. Vous remarquerez, ça c'est indépendamment de tout ce qu'on a dit précédemment, la Cour ignore tout ce qu'on a dit précédemment, et voilà son raisonnement. Le droit d'élire et d'être élu est un principe fondamental au cœur du système démocratique, et les exceptions doivent être interprétée de manière très restrictive. Voilà. Et donc, pour regarder si Bishara est contre le caractère juif de l'État, on va interpréter le caractère juif de l'État de manière très restrictive, hein, comme Barak l'a dit précédemment. Donc, on dit que l'État, c'est que la loi du retour, la langue hébraïque, les fêtes, les symboles et la tradition. Et la Cour, tout simplement, elle constate: Bishara ne remet pas en cause le droit du retour, ni la majorité juive du pays. Bien sûr, il est pour le retour des Arabes et des Palestiniens, mais la Cour se contente d'indiquer sur ce point que Bishara, il est réaliste, il sait que ce n'est pas possible, voilà. La Cour note que Bishara, il n'a rien contre la langue hébraïque, il n'a rien contre les fêtes juives, il n'a rien dit contre les symboles juifs. Bien entendu, tout ça à condition de respecter la langue arabe, etc., de lui donner le même statut, etc. Et puis, la Cour suprême vérifie si le concept d'État de l'ensemble des citoyens est de nature à remettre en question le caractère juif de l'État. Alors, la Cour constate qu'un État de l'ensemble des citoyens, c'est pour assurer l'égalité entre les citoyens sans discrimination. La Cour constate que l'égalité et la non-discrimination sont des principes juifs et que par conséquent, promouvoir un État de l'ensemble des citoyens ne peut pas contredire le caractère juif de l'État. Et la Cour affirme avec beaucoup d'insistance que l'on ne pourrait pas imaginer que l'État d'Israël comme État juif ne soit pas aussi l'État de l'ensemble des citoyens. Comprenez ? Et la Cour indique rapidement: on peut concevoir que l'État de tous les citoyens contredise le caractère juif de l'État, mais puisque selon la Cour, le député Bishara ne refuse pas la définition minimaliste posée par la Cour pour un État juif, cette éventualité est repoussée. La Cour, sur tous les recours qui ont été présentés par Bishara, ça c'est un petit exemple, a toujours donné raison à Azmi Bishara. Et le résultat, c'est qu'en 1982, on retrouve ce monsieur, Azmi Bishara, au Liban, en train de guider les missiles libanais, du Hezbollah plutôt, sur la Galilée. Et depuis, il est en fuite, au moins il ne reçoit plus l'argent des contribuables israéliens en tant que parlementaire. Voilà. Je voudrais insister et dire à quel point la Cour suprême est une institution postmoderne. Parce que vous voyez, le président Barak qui a mené cette révolution a dit que tout peut être jugé. Il n'y a pas un sujet au monde qui ne peut pas être jugé par les tribunaux et par la Cour suprême. Et cependant, vous allez remarquer, il y a un sujet où vous ne trouverez pas la Cour suprême. Rappelez-vous 2011, les grandes manifestations pour le Tzedek Hevrati, pour la justice sociale. Vous ne trouverez pas un seul jugement de la Cour suprême sur la question de la justice sociale. Vous allez trouver des jugements de la Cour suprême pour tout ce qui remet en question la majorité juive du pays, pour les immigrants, etc. Pour tout ça, oui. Mais sur le problème des inégalités sociales en Israël, vous ne trouverez pas la Cour suprême. Jamais. Et en cela, la Cour suprême, elle est totalement postmoderne. Parce que, je répète, le postmodernisme, c'est aussi l'ultralibéralisme économique. Et partout où il a été appliqué, l'ultralibéralisme économique a créé des écarts sociaux extrêmement importants. Et c'est le cas d'Israël en particulier. La politique économique d'ultralibéralisme qui a été menée en Israël a pour conséquence qu'Israël est dans l'OCDE un des pays qui a les écarts sociaux les plus importants. Voilà.
Donc, ça, c'est une autre grande caractéristique de l'État d'Israël, avec aussi, bien entendu, la politique. La politique où les discours, vous allez voir maintenant, on rentre de nouveau en période électorale, donc vous allez pouvoir observer. C'est quand même très intéressant. Les discours des hommes politiques sont complètement vides de contenu. On ne parle de rien. Ils sont, observez-les, ça c'est quand même aussi très intéressant. Ils sont mus par les sociétés de marketing politique qui décident de la couleur de leur cravate. Vous savez, rouge, c'est la puissance, etc. Qui décident des gestes qu'ils doivent faire, qu'ils ne doivent pas faire. Et qui leur disent comment se mouvoir, comment marcher, etc. Et moi, j'ai regardé les publicités des sociétés de marketing politique. Marketing, c'est pour vendre un candidat. Le contenu des discours a peut-être 2-3% d'importance, d'influence pour vendre un candidat. Ça n'a plus aucune importance. C'est ça, l'influence du postmoderne aussi sur la politique israélienne. Donc, vous voyez, en réalité, au départ, le postmodernisme, par définition, comme il est contre l'État et contre les idéologies, les identités nationales, rappelez-vous le livre « Les identités meurtrières » d'Amin Mahalouf, objectivement, le postmodernisme, il est contre l'État d'Israël. À la différence des autres idéologies dont j'ai parlé, le postmodernisme, officiellement, n'est pas contre l'État d'Israël, mais dans la réalité, il s'attaque à tout ce qui est juif dans l'État d'Israël, y compris la famille d'ailleurs. Et Eliezer Chargorodz, qui nous a très bien montré les innombrables associations, notamment étrangères, qui interviennent pour donner de l'argent, dans le sens toujours qui va à l'encontre du caractère juif de l'État. La famille, c'est une unité de base dans une société juive. Voilà. Maintenant, je voudrais commencer à conclure en disant la chose suivante. J'ai entendu l'autre fois, par le plus grand des hasards, un philosophe français qui s'appelle Michel Onfray. Et il parlait aux Français et il leur disait « Mais imitez donc les Juifs. Regardez comme les Juifs ont été capables de conserver leur culture, leur civilisation. Et croyez-moi, disait Onfray, ils savent les défendre. » Mais par rapport à cela, rappelez-vous, il y avait un livre très connu, il est déjà maintenant ancien, Le choc des civilisations de Samuel Huntington. Et parmi les civilisations, M. Huntington ne mentionne pas la civilisation juive. Mais il s'en explique, figurez-vous. Il s'en explique en bas de page. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit la chose suivante. Il dit, c'est vrai que depuis qu'ils sont retournés en Israël, les Juifs ont créé tous les ingrédients d'une civilisation. Il y a la langue, il y a la culture, il y a la religion, il y a les institutions, il y a le système de droit, il y a tout. Mais, dit Huntington, les Juifs n'y croient pas. Alors vous voyez là, nous sommes devant un défi. Il y a là un grand enjeu pour le peuple d'Israël revenu sur sa terre. Le sionisme n'est plus ce qu'il était. Notre objectif n'est pas de revenir en arrière, mais au contraire, de créer une société hébraïque, comme nous a appris Manitou, il faut absolument essayer de travailler dans ce sens. Et notre idée à la Midreshet Yehuda Manitou, elle est la suivante. Il y a dans les sources juives beaucoup de choses qui s'intéressent à la collectivité, à l'organisation d'un pays. Prenons l'exemple de la justice sociale. Il y a, je crois, j'ai regardé le rapport de la sécurité sociale, du Bitoach Leumi israélien, il y a 30% d'enfants qui sont en dessous du seuil de pauvreté, et croyez-moi que le Covid n'arrange pas les choses. Les écarts sociaux qu'il y a en Israël font que les pauvres deviennent encore plus pauvres.
et les très riches encore plus riches. Ça ne sert à rien à l'économie des très riches qui deviennent encore plus riches. On n'a rien contre le fait que les gens soient riches, même très riches. Mais ultra, ça ne sert à rien à l'ensemble de la collectivité. Il y a pire que ça. Quand les gens sont très pauvres, ils sont exclus du peuple. Nous avons un seul peuple, nous n'avons pas le droit de laisser faire ces choses-là en tant que juifs, en tant que participants au peuple juif. Et si on cherche dans les sources juives la notion de tzedek, nous allons en parler d'ailleurs, nous allons avoir des conférences sur le sujet avec des conférenciers extraordinaires que nous avons, qui sont le Rav Shuraki et aussi Michael Vigoda, qui dirige le département du droit hébraïque au ministère de la Justice. D'accord ? Donc, il y a dans le judaïsme de quoi faire avancer notre société. Il n'y a aucune raison, par exemple, que les inégalités terribles qu'il y a aux États-Unis, qu'on fasse pareil en Israël. Mais sur d'autres domaines encore, je peux vous donner, j'ai encore quelques minutes, un autre exemple. Vous savez qu'Israël était le 4e producteur de foie gras. C'est très lucratif comme activité économique. Eh bien, par rapport, grâce aux droits juifs, étant donné que pour faire du foie gras, il faut gaver les oies, et que le gavage d'oies, c'est extrêmement cruel envers les animaux. Et que c'est vrai que les extrêmes du postmodernisme prônent le droit des animaux comme étant équivalent au droit des hommes. Chez les Juifs, on ne fera jamais ça. Mais chez les Juifs, on a toujours dit qu'il ne faut pas faire souffrir inutilement les animaux. Et en vertu de ce principe, la production, le gavage des oies a été interdit en Israël, ce qui a évidemment des conséquences économiques. Seulement, il faut savoir qui on est. Et c'est dans ce sens-là que la Midreshet Yehuda, bien modestement, elle s'est donnée comme projet de rechercher dans les sources juives des pistes, pas un système, pas un état de halakha, des pistes, des idées, afin que la société israélienne ait un rapport avec ses propres valeurs. Voilà, bonsoir. Merci beaucoup, Brigitte, pour cet exposé passionnant. J'ai des réactions sur le chat que tu peux regarder, mais on va laisser la parole aux gens avec le micro. Vous pouvez à partir de maintenant ouvrir votre micro et nous donner vos remarques, vos questions. Brigitte est à votre écoute. Oui. Oui, bonjour. Abraham Lia. Bonjour, comment ça va? Est-ce que tu m'entends, Brigitte? Oui, très bien. Oui. Alors, la question que je poserai, peut-être avec un idéal, faut-il revenir à l'esprit du kibbutz? J'ai dit déjà, il n'est pas question de revenir en arrière. L'histoire avance. Nous sommes dans une autre époque. Le kibbutz est terminé. Mais il faut réfléchir par rapport à notre époque et regarder vers l'avenir. Et le sionisme était formidable et ça a permis de créer l'État. Il faut maintenant créer quelque chose de nouveau qui soit une identité hébraïque. Quant à la richesse que tu évoques de certains, il s'agit de jeunes qui vont monter des startups et avec la technologie aujourd'hui, technologie que M. Macron, le président de France, a reconnu que l'État d'Israël, il fallait prendre modèle sur ce petit pays technologique. Cette technologie, dans le monde entier, fait que d'une idée, on devient millionnaire, voire milliardaire. Et ça, on ne peut pas l'empêcher. Non, mais bien entendu. Mais il faut trouver des moyens nouveaux, il faut réfléchir. Je n'ai absolument rien contre le libéralisme, j'ai simplement dit que l'ultralibéralisme fait tomber une partie de la population dans la pauvreté. D'ailleurs, la classe moyenne en Israël diminue également, et ça n'est pas bon non plus, parce que dans une démocratie, c'est la classe moyenne qui soutient la démocratie traditionnellement. Voilà. Oui, Brigitte? Oui. Voilà. Oui, bonjour Brigitte. Oui, paradoxalement, il y a un article très intéressant qui est paru aujourd'hui dans le Jérusalem Post sur la Cour suprême, justement, et qui reprend ce que tu as dit. Il y a quelques idées intéressantes. Tout d'abord, les germes, on pourrait dire que les germes de l'idéologie de la Cour suprême proviennent déjà de l'origine de la Cour suprême, c'est-à-dire que le premier ministre de la Justice
israélien, un juif allemand, Rosen, a nommé comme premier président de la Cour suprême un juif allemand, Smouara, alors que le candidat qui était le candidat légitime aurait dû être le juge Frumkin, qui était le seul juif à la Cour suprême à l'époque du mandat britannique. Mais pourquoi il n'a pas été nommé? Parce qu'il était de droite. Et donc, dès l'origine, les juifs allemands, comme à l'université hébraïque de Jérusalem d'ailleurs, ont pris le pouvoir. Et ensuite, je dirais, ils se sont auto-désignés. Le journaliste fait aussi la comparaison avec la Cour suprême des États-Unis. C'est le président élu qui nomme les juges à la Cour suprême, et ce ne sont pas les juges qui se nomment entre eux. Et l'intérêt, c'est qu'il y a des juges d'origine républicaine ou d'origine démocrate, et qu'il y a toujours comment dire, un compromis entre les juges. Il y a une discussion. Et dans la Cour suprême en Israël, il ne peut pas y avoir de compromis puisque l'essentiel des juges ont les mêmes opinions. Donc, c'est très problématique. Il donne aussi un exemple avec la juge Beinisch qui a présidé la Cour suprême, qui a annulé la loi Tal, qui était une loi importante. Et il l'a rencontrée, il lui a demandé « Mais pourquoi avez-vous annulé la loi Tal ?» Alors, il s'attendait à ce qu'elle lui donne des arguments juridiques. Elle lui a simplement dit « C'est une loi qui ne marchait pas. C'est-à-dire, c'est moi qui décide. Je suis la reine et je décide, même en estimant en ne prenant pas en référence des arguments juridiques. » Donc, on a en fait une Cour suprême qui s'autonome quelque part, qui ne peut pas finalement prendre le pouvoir sur le plan juridique, sur le plan politique, parce qu'ils savent très bien que la majorité ne sera pas à gauche, et qui, de ce fait, à chaque fois qu'il y a un argument contre la Cour suprême, la seule chose qu'ils trouvent à dire, c'est on met en cause la démocratie. Mais c'est eux qui mettent en cause la démocratie par ce système de nomination interne. Voilà ce que je voulais simplement résumer l'article qui est paru aujourd'hui dans le Jérusalem Post. Voilà, merci. Merci beaucoup, Maurice. Oui, bonjour Brigitte, tu m'entends? Salut Simon. Oui, d'abord merci pour ton exposé qui est très riche et où il y a beaucoup de points qui mériteraient d'être… on pourrait poser des questions pour approfondir, pour mieux comprendre. Mais un point effectivement qui rejoint ce qui vient d'être dit par l'intervenant précédent, la Cour suprême, qui est quand même le noyau essentiel de cette postmodernité, d'après ce que tu as présenté, elle défend la démocratie et en même temps, elle est le contraire de la démocratie, puisque, comme on vient de le dire, elle n'est pas élue et elle ne veut pas être élue, etc. etc. Alors, est-ce que la lutte, le combat contre ces décisions, etc., ne serait pas à voir dans une perspective justement par la volonté du peuple, par la démocratie, en montant en épingle les décisions les plus, lorsqu'elles sont mauvaises, celles que tu as présentées en particulier, et de faire réagir. Alors, je sais bien qu'il n'y a pas de votation comme en Suisse, en Israël, de référendum ou de choses comme ça, mais enfin, il pourrait y avoir peut-être des formes de pétitions, de je ne sais pas quoi, mais qui demanderaient au peuple, à la volonté populaire, d'exprimer qu'elle est contre. Je vais te dire, Simon, mon sujet, ce n'était pas la démocratie, donc je n'en ai pas parlé plus longuement, mais il est bien évident que la montée en puissance de la Cour suprême résulte directement de la faiblesse du politique, très très clairement, parce que c'est quand même inouï. Le politique, il lui suffirait de voter des lois pour limiter les pouvoirs de la Cour suprême. Et d'ailleurs, moi, ce que je préconise, c'est très simple, hein. Pour une fois, je suis très française, je préconise de démanteler la Cour suprême, parce que la Cour suprême concentre entre ses mains le pouvoir qui en France est réparti entre la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et en plus la fonction de la Cour suprême comme haute cour de justice n'existe pas en France. Donc la seule vraie manière de régler le problème, il y a une concentration de pouvoir unique au monde je dis. Et donc ça c'est profondément antidémocratique. Voilà. Oui, Irina. Bonsoir tout le monde et bonsoir Brigitte et merci beaucoup pour ce magnifique exposé. Ce que je ne comprends pas, c'est que finalement pratiquement
tous les partis au pouvoir ont exactement la même analyse que toi. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne votent pas? Ils ont eu plusieurs possibilités de voter contre cette prise de pouvoir de la Cour suprême. Écoute, je ne crois pas que tous les partis politiques ont la même position. À gauche, on n'arrête pas de vouloir défendre la Cour suprême à tout point, à tout prix. Je parle de ceux qui sont au pouvoir. Ayelet Shaked a fait ce que j'appelle un peu, je dirais en hébreu, cosmética, c'est-à-dire elle a fait des réformes mais mineures. Elle a fait des réformes dans la nomination des juges. Alors que moi, vraiment, ce que je pense, c'est que vraiment, il faut démanteler la Cour suprême. Et que c'est la seule solution. Et le parti, les membres de la Knesset doivent voter des lois, tout simplement. Mais ça ne sert à rien de voter des lois. Et donc, je vais bien. Je continue à mettre. Alors, je peux poser une question? Oui, Daniel, allez-y. Vas-y, Daniel. Bonjour Brigitte, merci pour ton exposé vraiment magnifique. Moi, j'ai une autre question. Je ne comprends pas. Il y a quand même un contraste là, un paradoxe. La majorité de la population israélienne met la Cour suprême au-delà de tout. Et c'est comme si on allait attaquer c'est l'idole de la population israélienne. En gros, vraiment. Et je sais pas, il faut quand même trouver un moyen de rabaisser cette peur qu'ils ont de cette Cour suprême, de cette presque, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas dans le peuple d'Israël, dans la majorité des choses. Dès qu'on touche à la Cour des suprêmes, on touche à l'idole de, je sais pas. Moi, j'arrive pas à comprendre ce paradoxe. Parce qu'ils sont d'accord avec ce qu'ils disent. C'est pour ça que. Mais en fait, la loi, ça sert à rien de faire des lois. Voilà, la Cour suprême voulait annuler le Chok HaLeom, qui est une des lois fondamentales et voilà, ils veulent l'annuler. On fait des lois à la Knesset. Oui. Vous avez raison de parler de la Chok HaLeom. Je n'en ai pas parlé parce qu'on avait fait une conférence spécialement sur le sujet. Mais la Chok HaLeom étant une loi fondamentale, Chok Yesod en hébreu, il est absolument inadmissible que la Cour suprême traite même du sujet. Il y a eu une audience il n'y a pas longtemps à la Cour suprême. C'est c'est absolument contraire à toutes les valeurs de la démocratie. Non seulement ça, parce que la Cour suprême s'est attribuée en dehors de toute législation. Elle s'est attribuée le droit de vérifier la constitutionnalité des lois. C'est écrit nulle part que ça fait partie de sa fonction. De la même manière qu'il n'est écrit nulle part qu'elle doit être le gardien de la démocratie. Mais pas du tout. La démocratie résulte du fonctionnement des institutions les unes par rapport à l'autre, de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs et du rôle et du gouvernement de la majorité. Mais la démocratie, telle que le conçoit par exemple le président Barak, mais c'est tout à fait autre chose, c'est une idéologie. Que dit Barak? Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Dit M. Barak, c'est un ensemble de valeurs. Quelles valeurs? Alors les droits de l'homme, ok, mais non, pas seulement un ensemble de valeurs. Et qui détermine ces valeurs? La Cour suprême. Moi, je vous le dis, les juges de la Cour suprême, ce sont les grands prêtres aujourd'hui. Mais il faut savoir, et ça je veux le redire, la Cour suprême a fait un travail extraordinaire dès les débuts de l'État, avant la révolution du président Barak, dans la protection des droits de l'homme, ça il faut le savoir. On doit beaucoup à la Cour suprême. Ce qui ne va pas, c'est la révolution, ce qu'on appelle l'activisme judiciaire, n'est-ce pas, qui fait que la Cour suprême se mêle des pouvoirs de l'exécutif et du législatif, ce qui est absolument contraire à la démocratie. Voilà. La Cour suprême n'étant pas le centre de mon sujet, je n'en ai parlé qu'à propos du caractère juif de l'État, bien sûr. Voilà. Oui, pour revenir. Intervenir. Oui, tu veux parler, Irène?
Je voulais juste te demander, est-ce que tu nous donnes un espoir de quelque chose? Est-ce qu'il y a une activité contre cette révolution et cette prise de pouvoir? Écoutez, il y a quelques années, personne n'osait faire la moindre critique contre la Marron. Daniel Friedman est devenu ministre de la Justice et il a commencé à montrer qu'il y avait des problèmes. D'ailleurs, il a écrit un livre très, très intéressant sur le sujet. Voilà. Et donc, les choses prennent du temps, elles font leur chemin. Et à mon avis, les choses doivent absolument changer. Si on veut conserver une démocratie, les choses doivent changer. Et d'ailleurs, le postmodernisme lui-même, nous sommes un peuple, comprenez, nous sommes un peuple très ancien. Nous avons une très longue histoire. Les Juifs se sont toujours intéressés aux cultures environnantes. Ils les ont toujours connues, ils ont toujours discuté avec elles. D'accord ? Le postmodernisme peut être intéressant dans certains aspects au plan individuel, mais au plan collectif, c'est une catastrophe parce que le postmodernisme mène les sociétés à une impasse. Avec des individus, on ne fait pas une démocratie, on fait une démocratie avec des citoyens. Et ça n'est pas du tout la même chose. Donc, vraisemblablement, le postmodernisme va déboucher sur autre chose. Voilà. Pourrais-je intervenir? Oui, oui, bien sûr. Comme Brigitte a dit, il y a une différence énorme entre la façon dont le juge Elon parlait et de la façon dont Barak parlait. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant des années, ou même des dizaines d'années, le gouvernement, qui est le même à la tête duquel se trouve le même personne, a accepté que tous les gens qui pensaient de cette façon dans le cadre du tribunal suprême soient élus. Ils n'ont rien fait pour essayer de changer, de faire voter des gens plus conservateurs, plus liés à la massorette. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pour changer, c'est très simple. Il faut essayer de faire entrer des gens qui sont plus près de la massorette, de la tradition, comme était le juge Elon. Et si ça n'existe pas, eh bien, ils continueront à penser de la façon dont ils pensent. Et ça n'a pas été fait jusqu'à présent, sauf, comment elle s'appelle, la dernière… Ayelet Shaked ? Oui, Shaked a essayé de le faire. Elle a essayé de faire entrer 2 ou 3 juges bien pensants de notre point de vue. Et c'est ça qu'il faut faire, mais c'est 2, 3, ça ne suffit pas. Il faut savoir quand même qu'au début de l'État, la Cour suprême était très populaire parmi la population. Et maintenant, les choses ont beaucoup changé. Donc, c'est probablement la voie d'un changement. Probablement, mais ça prend du temps, Je voudrais répondre, ici on me dit, que représentent ces gens qui parlent d'oubli? Bien peu, quelle est leur influence? C'est une très bonne question de Gilbert. Bonsoir. C'est une très bonne question, mais je vais expliquer. Les post-sionistes ont toujours été une petite minorité dans la population israélienne avec une influence absolument disproportionnée par rapport à leur nombre, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ont toujours eu pour fief l'Université hébraïque de Jérusalem et le journal Haaretz. Et même le journal Haaretz, il a très très peu d'audience, c'est ça qui est amusant, il a très peu d'audience, mais il a une très grande influence, notamment au plan international, parce qu'il est traduit en anglais, et que le monde entier se réfère à ce qui est indiqué dans le journal Haaretz. Et le journal Haaretz, très très clairement, a pris depuis quelques années une ligne absolument contraire au caractère juif de l'État. Voilà, donc c'est vrai, c'est une petite minorité, mais très agissante et qui a une influence disproportionnée. C'est ça la réponse. Toda Rabba, Brigitte, on aurait voulu continuer, mais le temps qui est imparti est fini.